Exploit individuel FC. Mais il est beaucoup trop fort, il est beaucoup trop fort. Bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement. C'est n'importe quoi. Bonjour à tous, Verbatim saison 2, épisode 1, ça commence ici et maintenant. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Timothée Piron, je suis journaliste depuis un peu plus d'un an maintenant, et je suis aussi passionné par l'OL. J'ai la chance parfois d'aller assister à des matchs, en zone mixte d'après-match, tribune de presse, tout ça. Et la page Facebook Football me donne l'opportunité de parler de ma passion qui est devenue mon métier. Encore merci à eux pour cette nouvelle saison. Pour ceux qui me connaissent déjà et qui suivaient mon boulot déjà la saison dernière, je vous remercie pour tous les messages que j'ai reçus cet été me demandant si ça allait continuer pour cette nouvelle saison. Ça montre qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par ce que je faisais sur cette chaîne. Ça m'a fait très plaisir, j'avais du mal à savoir si mon boulot intéressait le public. Et voilà, tous ceux qui m'ont écrit m'ont prouvé que oui, et ça m'a fait plaisir. Malheureusement, ou plutôt heureusement pour moi, j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Faut savoir qu'en tant que jeune journaliste, chaque fois qu'on me demande du boulot, c'est une chance, c'est une vraie opportunité. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est compliqué de trouver du taf. Donc, quand on m'en demande, je le fais. Et comme on m'en demande de plus en plus ces derniers temps, j'ai moins de temps à consacrer sur ces épisodes. C'était déjà le cas la saison dernière. En fin de saison, il y a plusieurs épisodes qui sont sortis en retard. Donc, le format et surtout sa temporalité vont évoluer. Maintenant, je ferai des vidéos de temps en temps, quand j'aurai le temps et des choses à dire. La saison dernière, c'était tous les mercredis, autour de 17-18h, vous saviez que ça allait tomber. Là, cette saison, ce sera différent. Mais bon, j'espère que vous apprécierez quand même. Vous noterez aussi que je me suis fait chier à vous faire un générique. J'espère qu'il vous plaît. De toute façon, vu le temps que j'y ai passé, s'il vous plaît pas, en vrai, c'est pareil. Allez, on arrête de bavarder, je suis content de vous retrouver. On commence tout de suite parce que le programme est assez chargé. On commence par le bilan du mercato. Alors c'est un mercato que je juge relativement décevant, même si bien sûr, comme tout mercato, il faut attendre de voir sur le terrain, il faut attendre de laisser le terrain parler. Mais on a eu des annonces qui ont été faites, deux joueurs qui ont participé au mondial, bon, on ne sait pas où ils sont. Voilà, il y a eu des projets, il y a eu des pistes qui n'ont pas été concrétisées alors que ça aurait été intéressant qu'elles le soient. Ça n'a pas toujours été de la faute de l'OL, mais dans tous les cas, à l'heure où on parle, le mercato me laisse un peu perplexe. Alors oui, forcément, tu gardes Fekir, et beaucoup diront, c'est déjà énorme, c'est inespéré, et c'est énorme. Le problème, c'est que tu gardes Fekir dans quelles conditions? Nabil Fekir, il voulait apparemment absolument aller à Liverpool, c'était un choix de carrière qui était cohérent, c'était enfin le grand club qu'il méritait, et le transfert foire. Liverpool ne veut pas prendre de risques et veut baisser le risque financier, l'OL n'accepte pas de continuer à négocier, et Nabil Fekir voit son transfert annulé. Ça impacte un joueur, ça. Je sais pas dans quelle mesure on va retrouver un Nabil Fekir. En fait, je sais pas quel Nabil Fekir on va retrouver, tout simplement. C'est surtout le côté mental qui m'inquiète, moi. Dans quel état il est actuellement, et est-ce qu'il va pouvoir être aussi fort que la saison dernière? Je me fais pas de soucis, les capacités sont toujours là, mais quand t'as rêvé de ce transfert, quand t'as rêvé de ce grand club, qu'il est là, et que ton rêve te passe sous le nez, c'est compliqué. J'imagine que ça doit être absolument terrible à vivre. Donc voilà, Nabil Fekir est toujours à l'OL, mais c'est quel Nabil Fekir, il est dans quel état d'esprit? Il va falloir attendre de voir. Tu fais venir un espoir anglais de Tottenham en début de mercato, bon ça, je peux pas vous en dire grand chose, il va falloir attendre de voir ce qu'il donne. Juste derrière, tu vends Maolida à Nice. Ça pour le coup, c'est assez incompréhensible, ça a étonné beaucoup de monde, beaucoup de supporters, beaucoup d'observateurs, même certains qui sont assez objectifs, juste des gens qui aiment suivre les jeunes prometteurs du foot français. C'est vrai que le départ de Maolida, c'est un peu une énigme. Alors peut-être que c'est la volonté du joueur, sans doute d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai entendu, mais bon, ça veut aussi dire que t'as mal géré ce dossier-là et que tu perds un jeune qui était très prometteur, notamment par son niveau technique, par sa vision du jeu et par son intelligence de jeu. C'était quand même pas n'importe qui, Misiane Maolida, et il y avait fort à parier que ça allait devenir un grand joueur. Ce sera pas à l'OL si c'est le cas. Tu récupères 10 millions sur la vente. Est-ce que ça vaut le coup? J'ai du mal à en être certain. En tout cas, j'ai l'impression que ça dit quelque chose sur la nouvelle politique de l'OL. Il y a quand même de moins en moins de joueurs qui sont formés au club qui arrivent à sortir. Maintenant, on a l'impression que l'OL fait de la post-formation. C'est le cas avec Lucas Touzard, c'est le cas avec Tanguy Ndombele, c'est le cas avec plein d'autres joueurs. L'OL achète des joueurs en fin de formation, Maxwell Cornet même, c'était pareil. Donc voilà, j'ai l'impression que la politique évolue un peu, et je sais pas si c'est quelque chose qui me plaît énormément. Il faudra voir, c'est un petit peu compliqué encore pour juger, il y a que 3-4 ans, mais il y a de moins en moins de joueurs formés au club, et de plus en plus de joueurs qui arrivent en toute fin de formation. Maintenant, le grand chantier de ce mercato, c'était évidemment le défenseur central, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Alors tu cherches, tu rates Diallo qui hésite entre l'OL et Dortmund et qui finalement choisit Dortmund, tu tentes Ruben Dias, bon ça marche pas, ça a pas l'air d'être la faute de l'OL, franchement, si Benfica a décidé de pas vendre, ils vendent pas, c'est tout. Mais bon,
c'est quand même un échec de plus. Et il n'y a toujours pas de défenseur central qui arrive. Au final, tu fais venir Denayer, qui est un joueur dont on entend parler depuis un bout de temps quand même, qui est formé à Manchester City, mais qui a enchaîné les prêts depuis, sans jamais vraiment confirmer les espoirs placés en lui. C'est compliqué de juger son potentiel. En tout cas, ça semble un peu un pari. On n'est pas sûr de savoir ce que ça va donner. Mais bon, pourquoi pas? Au moins, il y a un défenseur central. Malheureusement, c'est ni le profil, ni le niveau attendu. À voir si bonne surprise il y aura. Mais en tout cas, voilà, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué de juger. Ensuite, on a Amine Gouiri qui se fait les croisés. Ça, malheureusement, c'est pas vraiment dans la case mercato, mais ça compte aussi. C'est dommage, c'est une vraie perte pour le secteur offensif de l'OL. C'est encore un jeune qui va avoir sa progression retardée, un jeune qui était aussi jugé très prometteur. Et quelques jours après, tu perds Mariano Diaz. Bon, sur le transfert de Mariano Diaz, déjà, il faut savoir que c'est pas forcément la faute de l'OL, encore une fois. Ça peut avoir fait partie de la stratégie de Mariano depuis le début. Moi, j'ai entendu plein d'agents, plein de joueurs dire « Bah voilà, je suis allé dans ce club pour m'en servir de tremplin pendant 1 saison ou 2 saisons maximum, et après, voilà, j'espérais être bon dans ce club pour être repéré par d'autres et pouvoir franchir un palier. » C'est sans doute ce qu'a voulu faire Mariano Diaz en venant à Lyon. On peut pas lui en vouloir, je pense que personne ne peut nier qu'il a donné tout ce qu'il avait. Certains auraient aimé qu'il reste plus longtemps, j'en fais partie parce que je trouvais que c'était un joueur qui avait une élégance, qui avait un charisme et un caractère que je trouvais intéressant. Malheureusement, il veut partir. C'est juste dommage et assez difficilement compréhensible de la part de l'OL de le laisser partir avant même qu'ils aient mis la main sur son remplaçant. Entre-temps, Maxwell Cornet fait comprendre qu'il veut partir, mais comme tu as déjà perdu Maolida, que Mariano est parti et que Gouiri est out pour 6 mois, tu bloques un transfert qui arrangeait tout le monde. Donc c'est un peu dommage de bloquer un joueur qui visiblement avait quand même envie d'aller voir ailleurs. Finalement, Pintor et Dembélé arrivent dans les dernières heures du mercato. Alors vendre Mariano pour récupérer Dembélé, ça peut se tenir. Je m'explique. Mariano, c'est un joueur qui est très bon sur pas mal de domaines, mais qui a aussi un style de jeu très caractéristique qui fait que dans le jeu de l'OL, c'est pas anodin d'aligner Mariano. Il y avait Florent Tognotti, un des maîtres de l'analyse tactique en France à l'heure actuelle, qui avait sorti un article sur l'OL et qui disait notamment qu'un des problèmes offensifs de Lyon, c'est que Mariano ne va quasiment jamais demander dans la profondeur. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de recevoir le ballon dans les pieds et de se mettre en position de frappe, concrètement. Donc, le profil de Mariano influence la production offensive de l'OL. Et si tu le vends pour récupérer un attaquant qui correspond mieux au projet de jeu que tu veux mettre en place, pourquoi pas? Disons que si la ligne directrice était claire, si Bruno Genesio se pointe en conférence de presse et dit « On laisse partir Mariano pour telle et telle raison et on récupère Dembélé parce qu'il a telle caractéristique, il a tel profil qui est plus intéressant pour notre jeu », ça me va. Seulement, moi j'ai du mal à comprendre, on va y venir tout de suite, mais dans l'état actuel des choses, c'est un peu difficile à lire. En tout cas, c'est un mercato qui a été assez galère, il y a eu des promesses, alors c'est pas vraiment des promesses, mais il y a eu des annonces qui ont été faites qui n'ont finalement pas été tenues. Après, le mercato c'est compliqué, ça se passe pas toujours comme prévu. Je peux comprendre ceux qui considèrent ce mercato comme décevant. Je pense qu'on aurait été en droit, surtout avec la Ligue des Champions qui arrive, de s'attendre à des arrivées un peu plus imposantes et surtout à moins de départs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse d'avoir vos avis sur ce mercato lyonnais. Ensuite, on a 4 premiers matchs de championnat qui viennent de s'écouler, dont déjà 2 défaites face à Reims et face à Nice. C'est assez inquiétant, on va pas se mentir, c'est déjà problématique, je pense. Dans le jeu, c'est toujours aussi compliqué. En fait, j'ai toujours autant de mal à comprendre ce que veut faire l'OL. Quel est le projet? Est-ce que l'OL est une équipe de possession, de transition? Est-ce que le but c'est d'attendre l'adversaire pour le contrer? Est-ce que le but c'est de jouer haut, pressé et d'enfermer l'adversaire? Est-ce qu'on veut passer par l'axe, par les côtés? J'en sais rien. Et ça me gêne un peu. Qu'est-ce que le staff veut mettre en place? Rien que ça, c'est compliqué à comprendre. Il y a des doutes qui commencent à émerger, je trouve. Il y a des beaux buts qui sont marqués, notamment grâce à Ferland Mendy, qui est déjà très très fort en début de saison. Il est vraiment à un très bon niveau, mais bon, il va falloir que les autres se mettent un peu au diapason, parce que sinon ça va être compliqué. On a vu un Oussem Aouar, notamment en difficulté sur les premiers matchs, mais il y a pas mal de joueurs qui sont passés à travers. Fekir est pas encore à 100%, Touzard c'est parfois difficile aussi, Traoré il a tendance à être assez stéréotypé et quand il est pas en réussite, forcément ça se voit, donc il va falloir attendre de voir, mais ça m'inquiète un peu quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'OL surperformait offensivement la saison dernière. Grâce au talent individuel de ses attaquants, l'OL marquait des buts du futur tout le temps, et l'OL marquait plus de buts que leur production offensive ne leur permettrait de marquer s'ils avaient des joueurs normaux, on va dire. Là, cette année, c'est pas le cas pour plusieurs raisons, et forcément, c'est plus difficile de gagner les matchs quand tes attaquants sont pas on fire, ça me semble logique. Je voudrais aussi souligner un truc qui me semble important, il y a donc eu 4 matchs de championnat depuis le début de la saison, et sur 4 matchs, l'OL a utilisé 3 systèmes différents. Un 4-4-2 en losange, une fois, un 4-2-3-1,
une fois et un 4-3-3 deux fois. Pour moi, c'est à signaler parce que ça pose la question de la conviction des choix et de la détermination de l'entraîneur, de la stabilité des idées et de la ligne directrice dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que tous ces dispositifs sont maîtrisés? Je pense pas. Est-ce que l'entraîneur se cherche? C'est possible aussi, mais bon, le groupe a pas tellement changé, normalement t'as des certitudes. J'ai du mal à comprendre tous ces changements et surtout ça entretient le flou. On sent pas vraiment une réelle conviction et des réelles certitudes dans les choix. Derrière, on a une communication en plus de l'OL qui est déplorable à ce niveau-là, entre les compilations des plus beaux buts marqués à l'entraînement et ce fameux tweet qui commence par «Le beau jeu n'est pas toujours récompensé». J'ai pas vraiment d'affinité pour la communication de base, mais alors là, quand c'est prendre les gens pour des cons à ce point-là, c'est pas possible. Transition parfaite pour aborder le dernier point de cette vidéo, la communication. Comment vous dire ça? Il va falloir arrêter de prendre les gens pour des cons. Enfin, c'est aussi simple que ça, et ça commence vraiment à m'énerver. Jean-Michel Aulas pète un câble sur Twitter, il envoie chier les supporters, et pas des moindres en plus. Des mecs qui sont motivés, des mecs qui font les déplacements, des mecs que tu vas pouvoir voir 10 ou 15 fois en parkage dans la saison. Et un peu de respect, bordel, c'est quand même pas compliqué, juste du respect. Des mecs qui se déplacent pour leur équipe, des mecs qui donnent du temps, qui sont impliqués, ça mérite du respect. Ça me semble débile de devoir le dire, mais ça me rend dingue. Moi, j'en peux plus, sincèrement. Je ne veux plus suivre un club, je ne veux plus aimer un club qui envoie chier et manque de respect à ses supporters. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas ça le club que j'aime. C'est pas ça le club qui m'intéresse et c'est pas le club dont j'ai envie de parler. Alors en plus, on a cette histoire de cette embrouille d'ivrogne à 5h du matin en boîte. Alors je dis embrouille d'ivrogne, je ne dis rien sur l'état d'ébriété supposé de Bruno Genesio, j'en sais rien. Le seul truc, c'est que une embrouille à 5h du boulot en sortie de boîte, enfin franchement, on s'en fout. Surtout qu'apparemment ça n'avait aucun lien avec le foot, ce qui n'a pas empêché les supporters lyonnais de se faire défoncer par plus ou moins toute l'élite du football français, à commencer par l'UNFP qui parle d'exaction. Non mais voilà, c'est toujours plus, t'sais. D'exaction, non mais oh. Ce qui me gêne, c'est qu'au club, personne n'est monté au créneau pour condamner un acte isolé et dont on ne savait absolument rien. Enfin, certains savaient, et ils se sont bien gardés d'en dire quoi que ce soit. Par la suite, le boulot d'Hugo Guillemet, journaliste à l'équipe, permet de mettre en évidence que, apparemment, l'embrouille n'a pas grand-chose à voir avec le foot, et que c'est même compliqué d'incriminer les supporters lyonnais. Est-ce qu'on a eu des excuses? Est-ce que certains ont dit « ouais, on est peut-être allé un peu fort » Est-ce que l'UNFP s'est rétracté sur ses propos qui sont quand même relativement honteux? Bien sûr que non, c'est des supporters, donc on y va, on s'en fout. Tu en as un qui a été franc et qui a modéré ses propos par la suite, c'est Vicage Dorasso. Pour le reste, les supporters lyonnais sont des barbares, et puis voilà, on avance, c'est bon, c'est fini. Comble du ridicule, Jean-Michel Aulas attaque le journaliste qui a fait son putain de travail. Ça pareil, ça me rend fou, mais là ils en ratent pas une en ce moment. Les supporters, le journalisme, enfin, c'est quand même deux choses qui me tiennent à cœur, c'est des choses qui m'intéressent, et dans les deux cas, les attaques sont complètement injustifiées, et elles sont hyper violentes en plus. Manque d'éthique, absence de compétences journalistiques, ou je sais plus comment il est formulé ce tweet à la con encore, mais faut arrêter là, faut arrêter, c'est n'importe quoi. T'as quel respect pour la profession? T'as quel respect pour les gens qui suivent l'OL? T'as quel respect pour les journalistes en général quand tu parles comme ça? Non mais sans déconner, c'est incroyable. Ça m'énerve, ça me rend taré. Et c'est pas le club que j'aime, c'est pas mon OL ça. Posez-vous la question pourquoi vous aimez l'OL? Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'Olympique Lyonnais? Peu importe l'époque, l'âge auquel vous êtes tombé amoureux, qu'est-ce qui vous a plu? Ok, maintenant que vous avez répondu à ça, qu'est-ce qu'il en reste? Perso, j'ai de plus en plus de mal à répondre à cette question. Encore une fois, je suis complètement malade, je suis complètement accro à ce club. Mais qu'est-ce que ça fait chier quand même. En vrai, en une semaine, t'as ton président qui pisse sur le journalisme et les supporters. Forcément, ça allait me mettre de travers, hein, c'était assez évident à deviner. Je terminerai ce passage en vous montrant l'étendard qui est apparu en fin de saison dernière au Virage Nord lyonnais, parce qu'il résume exactement ma pensée. Stop. Stop, y'en a marre. L'OL et ses supporters passent pour des cons en permanence, cette communication elle est ni faite ni à faire, donc stop, on arrête le tir. Et on se remet en question, et accessoirement on se remet au boulot. Sincèrement, je comprends les supporters qui montent au créneau parce qu'ils sont humiliés en permanence, faut arrêter. Pour finir, ce début de saison, moi, il commence déjà à m'inquiéter. C'est déjà très tendu et il y a peu de signes rassurants. Surtout que, comme je vous l'ai dit, les individualités sont un peu moins fortes que la saison dernière en ce début de saison. Donc tu peux déjà potentiellement être en difficulté très vite. Sincèrement, je suis inquiet, il y a beaucoup d'éléments qui personnellement me semblent assez alarmants. Manque de respect des journalistes, des supporters, problèmes dans le jeu, communication indécente.
problème extra-sportif de l'entraîneur. Si ça continue comme ça peut vraiment partir en vrille assez vite, et là ça va piquer. Surtout en Ligue des Champions, parce que je ne veux pas entendre que dans l'état actuel des choses, le groupe de l'OL est abordable. Dans l'état actuel des choses, c'est 6 valises, merci, au revoir. City, je vais pas vous en parler, on connaît Guardiola. Hoffenheim, ça joue super bien. C'est un peu comme Leipzig, c'est des clubs dont on parle pas trop, mais en vrai, c'est en place. Et il y a des choses très intéressantes qui s'y font. Et Donetsk, la saison dernière, c'était une des équipes qui avait produit un jeu en Ligue des Champions vraiment intéressant en dehors des gros clubs qu'on attendait. Donc si l'OL ne monte pas en puissance très rapidement, la Ligue des Champions, ça va être ridicule. Et le championnat, ça peut partir en vrille assez vite, parce que ça va aller vite et il va y avoir des points perdus bêtement si ça continue comme ça. Donc c'est la fin de ce premier épisode de la saison. Comme je vous l'ai dit, je reviendrai un peu quand je peux. J'espère que la prochaine fois que je me poserai devant ma caméra pour vous parler, on aura des signes rassurants sur le terrain comme en dehors. Mais j'attends que ça redresse la barre à tous les niveaux. Que ce soit sur le terrain, dans les relations avec les supporters, avec la presse. J'ai envie que l'OL retrouve un peu de prestige, un peu de dignité et un peu de classe. Ah oui, au fait, 2 derniers trucs très rapidement. Le soi-disant hymne là, qui est proposé à l'entrée des joueurs, c'est non. Il est odieux, c'est mon opinion, mais pour moi c'est inaudible comme truc. Et sinon, le ciel est bleu, l'eau ça mouille et Adidas se fout de la gueule du monde. Un maillot orange les mecs. Un maillot orange. Les couleurs de Lyon, c'est rouge et bleu, ouais, orange. Nickel, parfait, super, merci d'être là. Déjà le premier maillot, c'est un maillot où vous avez fait un template cet été et vous l'avez décliné à l'infini sur tous les maillots possibles. Et là tu sors un maillot orange, mais il y en a marre de vous aussi là. Allez, j'ai fini de râler, à la prochaine. Et soyez forts parce que la saison s'annonce longue et difficile. Vu comme c'est parti, il va falloir du courage.